Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Agicap et PayFit sur l'impact des mesures juridiques sur la gestion de trésorerie spéciale Covid-19. Bonjour, alors je vois que tout le monde commence à se connecter petit à petit. Bonjour Charlotte. Euh, N'hésitez pas si jamais vous voyez qu'il y a des petits soucis de vidéo, des petits soucis de son ou quoi que ce soit, à nous le faire remonter si vous nous entendez pas bien ou si vous ne nous voyez pas bien. Bonjour à tous, je vois que ça continue d'arriver, c'est super. Bonjour, bonjour. Alors super, on attend encore quelques petites secondes pour les derniers retardataires pour pas rater le début de la présentation. Bonjour Nathalie, bonjour Béatrice. Ok, on va pouvoir démarrer. Petit rappel par rapport aux informations de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, bien entendu, ce webinaire est enregistré. On va vous envoyer le replay par mail ainsi que la présentation qu'on utilise dans la foulée cet après-midi. Pour ce qui va être de la communication entre nous, n'hésitez pas à utiliser le chat comme vous l'avez déjà fait pour réagir à ce qui se dit et privilégier la colonne questions pour toutes les questions que vous avez à poser un petit peu plus complexes si vous voulez qu'on prenne le temps d'y répondre en fait. Voilà, la difficulté c'est que si vous posez tous vos questions dans le chat, elles remontent, on ne les voit pas passer, on les rate. Donc je vous invite à poser vos questions dans la colonne dédiée et bien entendu nous on va les trier par vote. C'est possible de voter pour les questions qui sont d'un intérêt plus général que d'autres et on les traitera en priorité. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si jamais, à nous faire remonter tout ça dans le chat en live. Euh, pour commencer rapidement, vous expliquer pour ceux qui ne nous connaissent pas, Agicap, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Agicap, en fait, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie. Notre mission, en fait, tout simplement, ça va être de vous aider à automatiser votre gestion de trésorerie plutôt que de le faire sur Excel, tout simplement. Donc, notre offre se découpe en 3 axes. D'un premier point, le suivi de trésorerie. Donc, en fait, on va se baser sur les flux bancaires. On va synchroniser tous vos flux en direct. On va les catégoriser automatiquement pour vous permettre de tracer tout ce qui se passe en temps réel sur votre trésor. Il y a une dimension prévisionnelle aussi pour vous aider à vous projeter avec le paramétrage d'objectifs, l'intégration de vos factures en cours via des connecteurs et la possibilité de faire des scénarios pour tester l'impact de certaines mesures. On verra ça dans le détail tout à l'heure. Et bien entendu, en tant qu'outil SaaS, on va favoriser tout ce qui est reporting et collaboration. Nos invités aujourd'hui et co-organisateurs de ce webinaire, PayFit. Diane, je te laisse dire un petit mot sur PayFit. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Diane Santarelli, App and Payroll spécialiste au sein de PayFit. Donc, PayFit, qui on est? On est une société qui, nous aussi, avons créé un logiciel en SaaS de gestion de paye et de ressources humaines qui vous permet d'automatiser vos payes et vos processus RH pour vous concentrer sur globalement autre chose, on va dire, enfin, sur plus de l'essentiel. On est répartis dans 5 différents pays. On a globalement plus de 4000 clients. Et en fait, nous, comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on a fonctionné? Comment on s'est développé? On a créé un langage de programmation qui s'appelle le JetLang. C'est un langage de programmation informatique qui nous a permis de développer le code du travail et une partie des conventions collectives nationales. Ce qui veut dire que vous n'avez qu'à cliquer sur des boutons, grosso modo, pour que vos bulletins de paye se calculent tout seuls et en automatique. Voilà, donc c'est faire en sorte que la paye ne soit plus une complication ou quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais au contraire que ce soit facilité. Donc voilà, solution SaaS qui vous permet la gestion des bulletins de paye et services RH, globalement. Hyper clair, merci Diane. Très rapidement, avant de rentrer un petit peu dans le détail, sur agicap.com, on a un centre de ressources où on a d'autres webinaires, d'autres ressources du même style que exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, traiter des sujets plus ou moins précis, liés ou pas avec le Covid, mais toujours liés à la gestion de trésorerie et de votre cash en temps réel.
Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le centre de ressources si vous voulez accéder à d'autres informations plus précises sur d'autres sujets. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Alors moi, je suis Frédéric Bernard, je suis Product Marketing Manager chez Agicap. Diane et Olivier, je vous laisse vous présenter rapidement et dire qui vous êtes. Du coup, moi, je suis App and Payroll spécialiste à Payfit. Quel est mon objectif? J'en ai plusieurs, à vrai dire. Le premier objectif, c'est dès l'arrivée des clients sur Payfit, ça va être de les former leur premier mois d'arrivée, faire globalement un premier cycle de paye avec eux pour qu'ils se sentent à l'aise sur l'application et autonomes. Je vais également intervenir en formation interne autour de la paye auprès de nos collaborateurs Payfitters. Et puis, je vais également répondre à des à des demandes assez d'un niveau difficile, assez élevé, on va dire, de la part de nos clients, pour tout ce qui va être justement au niveau de la paye dans son intégralité. Voilà, Olivier, je te laisse prendre le relais. Oui, super, merci. Et du coup, moi, c'est Olivier Bellucci et je suis donc cofondateur de la société Shapey. Mais au niveau opérationnel, je suis responsable de toute la partie développement commercial et par la même occasion de toute la gestion financière de l'entreprise parce qu'on est une petite structure. Donc, j'ai aussi cette mission-là dans mon périmètre d'action. Et rapidement, pour présenter Shapey, c'est une solution de bien-être en entreprise. Donc, on développe et on manage dans le temps des programmes de bien-être sur mesure pour les entreprises, donc comme des services de conciergerie, bien-être ou sport, dans une logique de marque employeur et rétention des talents. Super. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps de partager votre expertise, partager votre expérience pour rentrer un petit peu plus dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va voir exactement aujourd'hui? Au programme, on va faire le point avec Diane sur les différentes mesures en droit social qui ont eu un impact sur la paye. En fait, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de mesures mises en place, beaucoup de changements en ce moment avec le Covid. On va faire une repasse et essayer de vous éclairer un maximum sur ce qui s'est passé. Ensuite, on va voir quel impact ça a eu sur votre prévisionnel, comment l'intégrer, comment bien construire votre prévisionnel et comment jouer un petit peu avec cette incertitude dans vos projections cash. Et le tout, bien entendu, accompagné des retours d'expérience d'Olivier sur comment il a géré ça et pourquoi. Et bien entendu, aussi un temps pour tout ce qui est questions-réponses et prendre le temps de traiter un petit peu les interrogations que vous pouvez avoir à ce sujet. En guise d'introduction, je pense que c'est pas la peine de refaire un topo sur les différents confinements, la complexité que ça a pu être pour toutes les entreprises. Le but à travers ce webinaire, en fait, ça va être vraiment de se focaliser sur les complexités que peuvent rencontrer les départements RH, les départements finances liés à cette crise-là. Beaucoup d'informations, difficile de faire le tri un petit peu dans ce qui est intéressant ou pas, difficile de se projeter et bien entendu difficile de mesurer l'impact que toutes ces modifications ont sur le cash en temps réel, sur le prévisionnel et bien entendu on va voir comment digitalement vous pouvez mieux vous organiser vis-à-vis de la paye, du cash et de tout ce qui gravite autour. Diane, je te laisse la parole pour cette première partie. Ça marche, merci. Alors déjà, je vais commencer par vous parler globalement de l'activité partielle. Je pense qu'on est un petit peu tout sur le mais je préfère reprendre un petit peu le paysage. Donc, qu'est-ce que l'activité partielle Covid-19 C'est une mesure qui va permettre à vous, entreprise, de maintenir vos salariés dans l'emploi. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? On va parler d'une absence sur un certain nombre d'heures dans le mois et précisément notamment sur les heures qui sont non travaillées et ça va donner lieu à une indemnité. Qui est-ce qui est concerné par cette activité partielle? Globalement, donc on parle d'activité partielle Covid-19. Donc globalement, l'activité partielle Covid-19, c'est toutes les entreprises qui vont rentrer dans le champ du Code du travail et plus particulièrement celles qui font l'objet d'une obligation de fermeture. Oui. Je me permets juste de te couper, tu dois toucher ton micro ou quelque chose et ça fait ça. Pardon, c'est mes cheveux, je pense. C'est bon, c'est mieux? Parfait.
simplement. Ok, désolée. Du coup, qui est-ce qui est concerné? Je vous disais, c'est toutes les sociétés qui font partie du Code du travail. Et plus particulièrement, on va parler de celles qui font l'objet d'une obligation de fermeture vis-à-vis de l'arrêté du 15 mars 2020 que vous avez tous connu, donc pré-confinement. Et donc, toutes ces entreprises sont éligibles au dispositif d'activité partielle. Pour en bénéficier, il vous suffit de mettre en place un dispositif et obtenir l'allocation de l'État via un lien que vous pouvez trouver et qui va vous raccorder à la directe de votre département. Alors là, c'est là qu'on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, ça va être les impacts qu'il va y avoir juridiquement parlant. Donc, on a différents impacts. On va avoir des impacts en termes d'entreprise, en termes de salariés, en termes de droit social. En termes d'entreprise, ça va vous demander notamment une réorganisation du besoin de la force de travail par rapport notamment à votre activité qui va être réduite. Ça va vous imposer de vérifier le nombre d'heures, les impacts sur les bulletins, sur la vie du travail. Ça va également toucher les aspects du contrat de travail de votre salarié, son ancienneté, les impacts sur sa rémunération, sur les tickets restaurants, etc. Donc, on se rend compte que ça a vraiment un impact assez important, assez global. On va avoir également des impacts en droit social, comme je le disais, donc en termes de décrets, de mesures, d'exonération, de report de cotisation. D'ailleurs, je ne sais pas si, Olivier, à ce niveau-là, toi, comment est-ce que tu l'as vécu, cette première période de premier confinement, la première vague, en fait, de Covid-19? Ouais, c'est une bonne question parce que nous, du coup, on a eu recours à l'activité partielle dès mars parce que toutes nos activités sont organisées en physique dans les entreprises. Donc, dès que ces entreprises ont fermé leurs bureaux, on a eu une forte réduction de notre activité, du coup, de notre chiffre d'affaires. Donc, on a eu recours à l'activité partielle. Mais forcément, nous, on est quand même une petite entreprise. On n'est pas forcément accompagné par notre expert comptable là-dessus. Donc, on n'avait pas d'informations. C'était pas très clair pour nous sur comment obtenir l'activité partielle. Est-ce qu'on était éligible, dans quel cadre et quels impacts ça allait avoir un peu sur les effectifs, comme tu disais, au niveau du droit du travail, par exemple. Donc on était un peu dans le flou. Donc ça a été assez compliqué à gérer par, je dirais, ce manque d'informations de la part de certaines personnes qui auraient pu nous accompagner, comme le cabinet comptable. Et c'est pourquoi c'était intéressant d'avoir toutes ces ressources disponibles sur Payfit, du coup, qui est la plateforme qu'on utilise pour la gestion de la paie, pour nous guider un peu à travers tous ces process et comprendre un peu l'ampleur du dispositif et quels allaient être les impacts pour nous. Ok, très clair. Merci Olivier. Alors justement, on va parler, donc on parle d'activité partielle, on ne peut pas parler d'activité partielle sans parler de la gestion des absences. On va aborder trois grands sujets qui sont les trois grands sujets principaux, donc tout ce qui va être concernant la garde d'enfants et les personnes vulnérables, les cas contacts et la maladie ordinaire. Au niveau de la garde d'enfants et des personnes vulnérables, de quoi il s'agit exactement? En gros, il a été défini qu'il fallait passer ces personnes-là en activité partielle, donc elles bénéficient de l'activité partielle. À date, là, c'est prévu jusqu'au 31 décembre de 2020. Et pour tout ce qui va concerner les gardes d'enfants, c'est jusqu'à la fin du confinement. Pour tout ce qui va être en termes de cas contact, donc vous savez ce qu'est un cas contact, vous avez potentiellement été en contact avec quelqu'un qui était porteur du Covid. En gros, là, on applique une suppression du délai de carence du maintien employeur, donc c'est en termes de maladie, et également des IJSS, donc des indemnités journalières de sécurité sociale. Il y a également une réactivation de la suppression du délai de carence des IJSS jusqu'au 31 décembre. Concernant le maintien employeur, on est à date, là encore, en attente d'un décret. Également pour la suppression de la condition d'ancienneté, c'est repoussé jusqu'à fin décembre. Donc ça, c'est un avantage qui est quand même assez important pour les entreprises et pour les salariés. En termes de maladie ordinaire, par contre, il y a bien la condition il y a la suppression de conditions d'ancienneté. Donc, vous savez que normalement, à partir d'un certain nombre d'anciennetés en fonction des conventions collectives, vous avez plus ou moins d'avantages à partir du moment où vous êtes en arrêt. Là, du coup, c'est supprimé. Vous pouvez d'ores et déjà avoir un maintien et les avantages qui vont avec. Et ça, c'est repoussé jusqu'au 31 décembre 2020. On va maintenant parler de tout ce qui va être les décrets du 30 octobre 2020 et notamment de l'activité partielle longue durée. Donc, l'activité partielle longue durée, encore une fois, on reste dans l'activité partielle du Covid-19 qui est vraiment spécifique à l'activité partielle plus générale. On va
notamment parler du niveau d'indemnité qui est versé aux salariés en activité partielle, qui lui reste inchangé. Sachez-le, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en tout cas vous le saurez maintenant. Il reste inchangé pour les mois de novembre et de décembre 2020. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir un taux d'indemnité qui est versé aux salariés à hauteur de 70% dans la limite de 4,5 fois le SMIC, avec ce taux plancher de 8,03 par heure en 2020, et quel que soit le secteur, d'accord, ce taux d'indemnité versé aux salariés, quel que soit le secteur. Vous allez également avoir un taux d'allocation versé par l'État. Donc, je le disais plus tôt, hein, on a une absence d'activité partielle et après, on va avoir une indemnité. Enfin, on va avoir même une indemnité versée aux salariés et l'allocation versée par l'État à l'employeur. Cette allocation versée par l'État à l'employeur est à hauteur de 70% pour les secteurs protégés. Vous allez me dire quels sont les secteurs protégés. C'est des secteurs tels que HCR, donc hôtels, cafés, restaurants, qui sont particulièrement impactés par les mesures économiques, par l'impact économique du Covid. Et 60% pour les autres secteurs, donc tout ce qui va sortir des secteurs protégés, toujours dans la limite, comme on disait, de 60 ou 70% de 4,5 fois le SMIC. Donc, on n'a pas de changement prévu pour cette activité partielle longue durée à compter du 1er janvier 2021. La durée maximale de placement en activité partielle va passer de 12 à 3 mois. Alors, il y a un petit sujet que je voulais aborder avec vous, puisque je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en gros, là, il y a eu un nouveau décret qui est sorti et j'ai préféré l'ajouter au slide aujourd'hui pour que tout le monde soit au courant un petit peu de ce qui se passe. Il y a un décret qui est sorti le 14 novembre 2020, qui a été publié au journal officiel le 15 novembre 2020 et qui croise un petit peu différentes données. Donc, j'ai essayé de l'éclaircir le plus possible, mais globalement, ce décret du 14 novembre modifie un décret qui est sorti en janvier 2020, qui parle du délai de carence maintien employeur et qui prévoit une date qui devait initialement être repoussée au 31 décembre 2020. Mais là, en fait, ça contredit un décret qui était sorti à un autre moment en avril. Et donc, il y a différentes manières de lire ces décrets. Donc, alors, je pense que je suis pas très claire dans ce que je dis et je le conçois tout à fait, puisque de base, c'est pas forcément quelque chose de très clair, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. En gros, si je dois faire un rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement avait ouvert temporairement la possibilité, vous le savez, de prescrire des arrêts de travail dérogatoires aux personnes qui avaient été en contact avec des personnes à risque et qui avaient été testées positives. Donc, on parle de cas contacts et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler. À l'origine, ces arrêts-là bénéficiaient d'une suppression du délai de carence maintien employeur dont on parlait un petit peu plus tôt et des IGSS jusqu'au 10 octobre 2020. Début octobre 2020, vous le savez, le ministre Olivier Véran avait annoncé que ces arrêts de travail continueraient à être indemnisés sans délai de carence, d'accord, au moins jusqu'à la fin 2020. Payfit attendait, enfin de notre côté, nous à Payfit, on attendait un texte législatif afin d'intégrer ces modifications-là. Et ce fameux décret dont je vous parle, du 14 novembre, qui est sorti au journal officiel le 15 novembre, supprime à nouveau le délai de carence des JSS et du maintien employeur pour les arrêts de travail à contact, débutant jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, c'est juste un petit warning que je voulais vous mettre pour que vous ne soyez pas surpris et que potentiellement vous-même, en tant qu'employeur, vous vérifiez au niveau des IGSS, de bien vérifier les bordereaux que vous allez recevoir. Si c'est bien versé à partir du 1er octobre pour vos salariés qui sont concernés par ça. Je ne sais pas si toi, Olivier, au sein de Shapey, vous avez eu des arrêts de travail dans ce cadre-là, soit de confinés, soit de garde d'enfants ou autre. Est-ce que vous avez été concerné par ça? Non, pas du tout. Là-dessus, je peux pas donner mon retour parce que on n'a pas eu le cas, que ce soit les absences liées à des cas contacts ou pour la garde d'enfants. Non, pas du tout. Ok. Bon. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais absolument vous partager. Là, maintenant, on va parler de tout ce qui va être des cotisations. J'ai l'impression qu'on nous dit que le son n'est pas très bon. Ouais, je ne sais pas si le son est peut-être pris depuis ton ordinateur, Diane, je sais pas. Ah non, normalement, c'est mes... Ok, parce qu'en effet, ouais, il y a comme si quelqu'un grattait, Ok, ou peut-être les AirPods aussi. Je vais changer d'écouteur. C'est les aléas du direct. Attendez, un instant. Ouais, il n'y a pas de souci.
Et du coup, Olivier, toi de ton côté, comment tu t'informes sur tous ces sujets-là? Est-ce que tu t'appuies un peu sur les documents que donne PayFit ou Ouais, dès le début, ce que je trouvais assez bien, c'est qu'ils ont organisé des webinaires pour un peu nous orienter sur plusieurs choses. Donc, les nouveaux décrets liés à l'activité partielle et à toutes les mesures enfin, qui sont liées au Covid, mais aussi quels impacts ça allait avoir sur la plateforme PayFit pour mieux gérer sa paye et comprendre voilà, les différents tenants aboutissants sur, comme disait Diane, les tickets resto, les absences, etc. Donc ça a été une bonne source d'information. Régulièrement, ils envoyaient aussi des mails avec les dernières nouveautés en termes de décrets pour qu'on soit le plus à jour. Sur la plateforme, j'avais aussi des notifications avec les changements qui allaient être opérés et qui étaient liés à notre convention, donc Syntec. Et ça, c'était bien parce que parfois, dans la masse d'informations, on a un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui touche vraiment notre activité, du coup, notre convention collective. Et le fait que ça soit bien spécifié et du coup bien ciblé sur PayFit et les informations qu'ils nous fournissent, ça, je trouvais que c'était bien parce que ça évitait de trop se poser de questions. Donc, ouais, webinaires, les articles et directement sur la plateforme, ça a été nos sources principales pour se mettre à jour et être au courant de ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait pas faire. Voilà, pour répondre à la question. Ok, merci. Diane, on t'a retrouvé? Ouais, j'espère que vous m'entendez mieux. C'est mieux? Oui, Super, oui, c'est mieux. parfait. Ouais. Super. Bon, désolée. Du coup, pour tout ce qui va être... Ok, super. Je vois que tout le monde me dit que c'est bon. Au niveau du report des cotisations, alors... de rien. Le report des cotisations, pour rappel, il n'est pas forcément lié à l'activité partielle, mais plus spécifiquement au Covid et justement au contexte économique. Donc, en gros, on a vu les impacts économiques que le Covid avait sur les entreprises. Et du coup, il y a des mesures qui ont dû être prises. Donc, dès le premier confinement, vous l'avez probablement su, en février, on a eu la possibilité de faire des reports de cotisations auprès des différents organismes tels que l'URSSAF, la retraite, etc. Le principe, c'était un report de 3 mois et remboursement post-3 mois. Je ne vais pas forcément refaire ce qui avait été fait, puisque c'est passé, mais globalement, évidemment, toutes les entreprises ont dû s'adapter. Nous, étant donné qu'on est une société de paye, on a forcément dû s'adapter auprès de nos clients, comme Olivier le définissait un petit peu plus tôt. Donc, ça veut dire qu'on a dû développer un module de report qui s'adaptait en fonction de cette loi d'urgence. On a mis ça à disposition entre mars et juin, puisqu'en juin, il y avait la fin de l'état d'urgence qui avait été mise en place, etc., etc. Donc, bref, forcément, il y a une forte adaptabilité de toutes les entreprises face à ces mesures exceptionnelles. Là, on est dans la deuxième vague depuis septembre. Et concernant justement les différentes dettes, les différents reports, s'il y a dette, alors l'URSSAF va revenir vers vous en tant que client pour vous proposer un plan d'appurement de la dette qui est annoncé en tout cas à 36 mois. Mais pour l'instant, à date, il n'y a pas encore de décret sorti. Donc, c'est là aussi qu'il y a une grosse incompréhension de votre part en tant qu'employeur, que client, où il y a souvent des déclarations qui vont être faites en public lors d'allocutions ou autres. Et il n'y a pas nécessairement derrière d'application immédiate. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension légale. On est dans l'obligation d'attendre les décrets et les sorties de ces décrets. Donc, c'est parfois des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, mais il faut toujours garder ça en tête. En tout cas, à PayFit, on ne va rien mettre en place tant que le décret n'est pas sorti, ou en tout cas, c'est comme ça qu'en tout cas qu'on va vous expliquer les sorties différentes de nos modules. Au niveau des exonérations particulièrement et de l'aide au paiement, pour être plus concrète, à partir de décembre 2020, janvier 2021, il va y avoir toute cette aide au paiement et exonération qui va être remise en place, puisque pour l'instant, c'est pas encore très, très clair. La V1, par exemple, chez PayFit, ça avait été de mettre en place un module pour les clients qui avaient droit à des exonérations en fonction du secteur d'activité. Donc, il y a des secteurs qui sont prioritaires, comme je vous le disais tout à l'heure. On va définir différents secteurs. On va définir la priorité en fonction de ces secteurs. Donc, vous allez avoir le secteur S1. Donc ça, c'est pas PayFit évidemment qui le définit, c'est défini par l'Arcos qui va notamment gérer l'URSSAF. Donc le secteur S1 va reprendre moins de 250 salariés, une exonération de cotisation patronale de février à mai 2020. Vous avez un secteur qui va être le secteur S1 bis, qui va être les secteurs fortement impactés et connexes au secteur S1. Et tout ce qui va être la différence va se faire plutôt au niveau des critères de chiffre d'affaires.
Sinon, vous avez toujours les mêmes critères, c'est-à-dire moins de 250 salariés et droit aux mêmes aides que le secteur S1 que j'ai cité. Ensuite, vous allez avoir en troisième secteur, le secteur S2, qui regroupe tous les secteurs qui ne sont pas mentionnés dans S1 ni dans S1 bis. Par contre, il faut que ce soit des secteurs de moins de 10 salariés. Évidemment, toutes ces cases, vous vous en doutez, ça va donner ensuite à différentes possibilités. Pour l'instant, elles ne sont pas encore toutes définies pour ce qui est de la deuxième vague. Tout ce que je peux vous dire, c'est au niveau de l'aide au paiement, qu'elle est destinée à compenser la part salariale des cotisations, notamment un crédit de 20% de la masse salariale sur les rémunérations versées entre février et mai 2020. Pour tout ce qui va être au niveau du mois de septembre, il y a une nouvelle chose qui a été mise en place. Figurez-vous que les mandataires sont désormais concernés par cette aide forfaitaire, qui de base était réservée aux indépendants. Mais l'instruction ministérielle appliquant l'aide aux mandataires, ça donne un droit à 1 800 € si secteur S2 que je vous ai précédemment cité. Sinon, c'est 2 400 € si secteur S1. Le décret des secteurs éligibles S1 et S1 bis a enrichi depuis début novembre l'ajout des secteurs et est applicable de manière rétroactive. Donc ça, c'est quelque chose qui est également intéressant économiquement parlant. Toi, Olivier, tu rentres dans quel secteur parmi tout ce que je t'ai cité? Nous, on y rentre dans le secteur S2. Ouais. Très bien, je vois. Ouais, exactement. Ok. Donc, du coup, forcément, en fonction de ça, toi, au niveau justement du report, des cotisations, etc., comment est-ce que ça a fonctionné? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, donc nous, on a modulé du coup via Payfit les différents reports de cotisations. On a du coup demandé le report donc des cotisations URSSAF et des cotisations retraite. Donc sur, comme tu l'as expliqué, hein, sur 3 mois pour commencer. Et là, comme tu disais, on est revenu vers nous pour tout ce qui était plan d'appurement. Alors donc voilà, c'est en cours parce qu'il y a encore aucun décret qui a été mis en place, donc on peut pas vraiment le gérer du côté de Payfit. Mais en tout cas, sur le report des cotisations URSSAF et retraite, on a pu le faire tout simplement avec voilà le niveau de modulation. Est-ce qu'on voulait rembourser au bout de tant de temps, tous les mois, au bout de 3 mois, sous quelle forme aussi, chèque, virement, prélèvement, etc. C'était assez bien expliqué pour savoir quelles étaient un peu nos options et qu'est-ce que ça allait impacter. En fonction de ce que tu choisissais, ouais, voilà. Donc tu choisissais en gros, est-ce que tu voulais du report, est-ce que tu voulais étaler, est-ce que tu voulais payer ta dette, etc. C'était à toi de renseigner ces informations en fonction de ton souhait et de ton organisation trésorière. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça permettait de bien faire le lien avec tout ce qui était un peu plan de trésorerie, un peu notre prévisionnel là-dessus, et voir quelle option collait le mieux avec nos objectifs en termes de trésor et sur nos différents scénarios. Bon, on y reviendra plus tard, je suppose, mais ça permettait voilà, que ça soit bien modulable et que ça s'adapte bien aux différentes options qu'on pouvait avoir. Ouais. Très clair. Merci Olivier. C'est tout pour moi sur la partie des absences et des impacts juridiques. Je te laisse prendre le relais du coup, Frédéric. Yes, merci Diane. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la colonne questions. C'est un sujet assez dense. Je vois que c'est pas le cas. Il y a déjà une ou deux petites questions de Valère ou Maryse. Donc on va juste les traiter à la fin. On va d'abord voir d'un point de vue trésorerie. Donc n'hésitez pas à compiler toutes vos questions dans la colonne appropriée et comme ça on pourra les traiter et prendre le temps d'y répondre avec Diane. Le principe de cette deuxième partie, ça va être vraiment avoir une vision cash, comment voir et puis piloter son cash dans cette période d'incertitude. Là, je vais me concentrer sur la partie prévisionnelle qui est vraiment la plus importante aujourd'hui à nos yeux. C'est-à-dire que la première vague est passée, elle a permis de vous calibrer, de voir l'impact que ça avait pu avoir quand vous regardez vos comptes passés, donc la comptabilité. Et là, on va se focus vraiment sur la partie prévisionnelle pour anticiper les mois qui viennent. Et du fait qu'on est dans une incertitude très très forte, c'est très important de bien vous organiser à ce niveau-là. Alors, c'est une approche assez basique. N'hésitez pas si vous avez des questions détaillées sur la construction ou certains points de la construction du prévisionnel. Mais en tout cas, on va voir déjà les bases. Donc, dans un premier temps, quand vous construisez un prévisionnel, il faut absolument tenir compte de vos objectifs et du type de trésorerie que vous avez. Si vous avez une trésorerie limitée, vos objectifs, ça va être de voir comment compresser au maximum, décaler toutes vos charges qui sont elles-mêmes difficilement
compressible avec versus un chiffre d'affaires qui est très faible ou qui est voué à augmenter dès que la situation sanitaire s'améliore, ou versus une trésorerie sécurisée où vous avez en fait assez de cash, mais l'objectif ça va être de passer de réduire l'impact instantané, de décaler et de voir comment avec votre trésorerie vous pouvez absorber ces les différents coûts que ça peut avoir, ou réduction bien entendu d'encaissement. Deuxième point, pour avoir la vision la plus claire possible de ce prévisionnel, ça va être de découper tout ce qui est encaissement-décaissement. Bien entendu, le but d'un prévisionnel de trésorerie, c'est pas de faire 2 colonnes encaissement, décaissement, mais vraiment de sous-découper par catégorie, sous-catégorie en fonction de vos canaux de vente et bien entendu de vos décaissements, de vos fournisseurs, etc. Je vous montrerai rapidement juste après comment nous on l'entend chez Agicap. Et troisième point, ça va être de faire plusieurs prévisionnels. C'est là où vous allez venir en fait vous calquer sur l'incertitude actuelle. On ne sait pas, on prévoit des réouvertures pour janvier, etc. Le gouvernement réagit rapidement, ce qui vous laisse peu de temps vous pour réagir à la suite de ces mesures-là. Donc, si vous les avez anticipées, c'est bien entendu toujours plus simple de prendre des décisions. D'où l'intérêt de faire un base case, c'est-à-dire un cas, on va dire, assez réaliste de ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez faire un stress case, c'est-à-dire dégrader un petit peu vos prévisions, voir ce qui se passe pour pouvoir anticiper un prolongement du confinement, un prolongement d'une activité trop faible versus les charges, etc. Donc c'est dur à voir parfois, mais il faut le faire un scénario qui est forcément un peu plus pessimiste que votre scénario réaliste, et à l'inverse, vous pouvez bien entendu faire un scénario best case avec des financements qui arrivent ou des choses comme ça. Voilà, donc finalement déjà en respectant ces 3 points, vous allez avoir une organisation, on va dire standard sur un prévisionnel. Et vous pouvez toujours pousser un petit peu l'exercice en faisant un prévisionnel de manière dynamique pour pouvoir justement un petit peu jouer avec les valeurs, jouer avec ce qui est censé arriver à votre trésorerie. Bien entendu, premier point, ça va être la réactualisation régulière de votre prévisionnel. Donc en fonction de votre activité, ça peut être intéressant de le faire de manière hebdomadaire, de le faire de manière mensuelle, de le faire toutes les 2 semaines. Je pense que le revoir tous les jours, ça peut être envisageable pour certains établissements qui sont vraiment très très courts avec des deadlines très courtes. L'important, c'est que les valeurs évoluent entre deux réajustements, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, pensez à toujours un prévisionnel, il est absolument pas figé. Il faut constamment le réviser pour qu'il ait de la valeur. Ensuite, opérer une veille forte, exactement ce qu'on est en train de faire là avec les différents points, les différentes mesures juridiques en fait qui peuvent arriver, qui peuvent soit vous permettre de décaler, donc finalement réajuster votre prévisionnel. Ok, il y a eu un nouvel amendement, un nouveau décret, on peut l'intégrer dans le prévisionnel, on fait une nouvelle version qui tient compte de ça. Donc le principe en fait, ça va être d'être au courant, de vous appuyer sur toutes les ressources que vous pouvez avoir, comme le fait PayFit en vous poussant beaucoup d'informations, comme on le fait avec Agicap aussi, vous appuyez là-dessus et intégrer tout ça dans votre prévisionnel. Et bien entendu, dernier point, ça va être de faire des scénarios. Je vais vous montrer comment les construire pour être capable d'isoler une valeur et de tester, ok, si je licencie, si j'embauche, si tel décret passe, que je peux décaler ma paye, à quoi ça ressemble, etc. Donc le mot d'ordre pour les mois à venir, c'est anticipation, agilité. Ce slide, il n'est pas de moi, il est de Stanislas Sordet, de chez Acting Finance, et Dominique Dutronc de chez Storefront, de notre dernier webinaire. J'ai trouvé vraiment pertinent, donc je me suis permis de le réutiliser. Il faut absolument que vous anticipiez au maximum les mois qui viennent, que ce soit sur votre base de coûts, de structure. Donc favoriser vraiment la flexibilité. Donc comme je disais, faire plusieurs scénarios, identifier des solutions potentielles, sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer, etc. Tout ça, il faut toujours avoir un coup d'avance pour pas être surpris dès qu'il y a une nouvelle mesure ou dès qu'il y a un changement de situation globale, des confinements, etc. Et idem, agilité, si vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler comme ça, c'est un petit peu compliqué au début, mais voilà, il va falloir augmenter la fréquence de vos analyses, obtenir des données plus rapidement. Pour favoriser ça, il va bien entendu falloir laisser des détails de côté. Donc voilà, vous réorganisez un petit peu pour être capable de réajuster très rapidement vos prévisions et pouvoir avoir l'information pour prendre la décision à l'instant T sur des prévisions fiables.
Je vous parlais de scénario. Je vais vous montrer rapidement comment nous, on vous suggère de construire un scénario pour un petit peu éclaircir mon point. Hop, je bascule très rapidement sur Agicap. Voilà, donc bienvenue sur Agicap. On est sur le dashboard d'accueil avec en bleu votre courbe de trésorerie, en vert encaissement, en rouge décaissement, et dessous le détail de toutes les opérations. Voilà, le principe, quand je vous parlais de construction, alors premièrement, quand je vous parlais de découpe de vos encaissements et décaissements, ça va être de finalement, en fonction des canaux, sous-découper avec vos clients stratégiques, etc., etc., être capable de catégoriser de manière analytique tous vos encaissements et idem avec les décaissements, donc par exemple avec vos matières premières, etc., découper ça le plus finement possible. Donc je parlais tout à l'heure de scénario. L'idée, en fait, ça va être de construire un scénario. Ça, ce que je fais là, donc je le fais sur Agicap. Vous pouvez bien entendu le faire si vous avez un fichier Excel ou autre. Ça sera forcément un petit peu plus long. On va appeler ça stress case. Donc notre stress case, il est très simple. On va dégrader un petit peu le revenu. Donc finalement, je vais aller changer mes objectifs de revenu comme ça. Là, on va dire qu'on plafonne à 100 000 au lieu de 160 sur à partir d'avril. Ça peut être n'importe quel scénario, deuxième vague, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais voilà, ça vous permet déjà de voir un petit peu la tête de votre courbe de trésorerie. Qu'est-ce qui se passe? Ok, finalement les encaissements sont bloqués. Ça veut bien entendu dire aussi que je vais réduire absolument l'approvisionnement. Hop, si je le réduis, ok, je vois ma courbe de trésor qui remonte, je dois le réduire de 20K par mois si mon chiffre d'affaires, comment je fais? Et bien entendu, le remboursement de mes prêts, tout ce qui est rémunération aussi, je vais pouvoir aller mettre le détail en fait, jouer avec exactement avec ce qu'on a dit là, les reporter dans dans ces lignes salaires, etc. Comment les décaler, comment les repousser, etc. Pour finalement jouer un petit peu avec mes courbes de trésorerie et les comparer avec le scénario principal. Donc me dire ok, là mon stress case ça passe, c'est bien entendu moins intéressant que le scénario initial. Mais voilà, l'intérêt de jouer avec ces scénarios, ça va être de pouvoir vous rendre compte de l'impact de chaque petite mesure sur votre prévisionnel de trésorerie. Et ça, c'est extrêmement important si vous avez besoin de vous projeter, de prendre des décisions, de dire, OK, là, on est au mois de décembre, les décisions qu'on prend aujourd'hui auront forcément un impact sur janvier, à quoi ça va ressembler, etc. Donc, quand je vous parlais d'agilité, c'était bien entendu de jouer avec ça, d'avoir les informations, d'accéder aux informations, aux données pour faire ça. Alors, Olivier, du coup, forcément, toi, ça a été un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux juste nous décrire comment ça s'est passé, comment tu as piloté ta trésor autour des différentes mesures qui ont eu un impact assez fort sur ton activité? Ouais, bien sûr. Du coup, de notre côté, nous, on a fait des prévisionnels qui prenaient en compte des scénarios avec différentes hypothèses. Donc, nos 3 hypothèses principales, c'était premièrement le financement, forcément, avec les demandes. On a fait des demandes pour des prêts bancaires ou par exemple pour les PGE. Il y a eu aussi certaines subventions qui sont sorties pour financer de l'innovation sur des produits qui doivent être remis un peu au goût du jour pour faire face à toute cette situation. Par exemple, nous, ça pouvait être transformer nos services en offres digitales au lieu qu'elles soient physiques. Donc ça, c'était la première hypothèse, cette partie financement. La deuxième hypothèse très importante, c'est la variation du chiffre d'affaires. Donc le pourcentage de clients qu'on estime qui vont conserver leurs abonnements, ceux qui vont les mettre en arrêt, ceux qui vont complètement arrêter parce qu'ils ont aussi des problématiques financières et importantes au niveau de leur activité. Quel est aussi notre prévisionnel en termes de vente? Donc, essayer de connecter un peu votre pipe commercial à ces hypothèses-là. Et la dernière, c'est un peu les hypothèses donc plus légales et qui tiennent des décrets qui sont sortis pour tout ce qui est coronavirus. Donc, je parle de l'activité partielle, tout ce qui est report des cotisations. Et il y a aussi toute la partie un peu plus gestion d'entreprise, demander le décalage des échéances de prêts bancaires, décalage du loyer des bureaux, par exemple.
Donc, nous, on avait 3 niveaux d'hypothèses, donc ces 3-là, et on a fait 3 scénarios, comme tu disais, donc 3 prévisionnels. Donc, un bon prévisionnel, donc un scénario qu'on estimait qui était pour nous le meilleur qu'on puisse avoir, avec l'obtention d'un financement qu'on avait demandé, l'obtention de l'activité partielle, qu'on mette en place tous les reports qu'on pouvait faire en termes de cotisation, pré-leasing, etc. Et le maintien de 70-80% de notre chiffre d'affaires actuel. Okay. Après, on avait un scénario qu'on estimait moyen, donc on n'obtient pas de financement, pas de prêts ou de subventions, etc. On obtient juste l'activité partielle et on maintient entre 60, enfin aux alentours de 60, 50-60% de notre activité actuelle. Et après, un mauvais scénario, donc là où on est vraiment pessimiste. Et je pense que c'est important de le faire pour avoir un peu une idée de ce qui peut se passer dans le pire des cas, où là, on n'obtient ni l'activité partielle, ni de prêt. On arrive à un peu décaler un peu les cotisations, les échéances de prêt, et on a vraiment du mal à obtenir notre chiffre d'affaires actuel. Donc, on est aux alentours de 30%. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que on avait ces scénarios-là. Donc, d'un côté, on avait notre flux de trésorerie en temps réel de l'autre. Et toutes les semaines, on repassait sur ces scénarios et sur notre flux de trésorerie. Et dès qu'il y avait une hypothèse qui était validée ou non, par exemple, activité partielle validée, OK, on le reportait sur notre flux actuel pour qu'on ait toujours une trésorerie à jour et qu'on ait une visibilité qui soit hyper précise de ce qui allait se passer et qu'on comprenne un peu le temps que notre activité reprenne, combien de temps on avait, qu'est-ce qu'il fallait qu'on continue à faire en termes d'action au niveau de l'entreprise en fonction de ces hypothèses qui étaient validées ou non pendant cette période. Voilà un peu comment on a fonctionné et après forcément s'il y avait quelque chose un scénario qui était validé parce que on n'arrivait pas à obtenir par exemple une option de financement, du coup on passait sur le scénario moyen, bah automatiquement on impactait ça sur certains budgets, voilà certaines lignes de dépenses qu'on estimait qui étaient pas forcément importantes aujourd'hui et qui pouvaient être mis de côté pour le moment pour alléger notre trésorerie et pouvoir un peu voir venir plus tranquillement sur l'année 2021. Yes, intéressant. Et est-ce que le fait de te projeter comme ça sur certains petits scénarios, rentrer un petit peu dans le détail, ça t'a évité enfin, ou en tout cas permis de prendre des décisions que tu n'aurais pas anticipées si tu t'étais pas projeté? Enfin, si tu as un exemple aussi. Oui, exactement. Surtout sur l'activité commerciale. Aujourd'hui, nous, on est dans une phase où on a besoin de vendre parce qu'on avait fini toute la partie développement de produits et depuis fin 2019, on était rentré dans une grosse phase commerciale et forcément, toute cette période de coronavirus a impacté l'activité et du coup l'activité commerciale. Et pour nous, avoir ces scénarios et par exemple pouvoir anticiper l'option d'un financement, qu'est-ce que ça allait impacter en termes d'efforts et de budget au niveau de notre équipe commerciale, c'était hyper important parce que si on n'obtenait pas de financement, on était un peu obligé de réduire le temps alloué à cette activité commerciale parce qu'on n'était pas en capacité par rapport à nos objectifs de vente de continuer à payer autant les commerciaux à temps plein parce que l'activité en face était pas au rendez-vous. Mais par contre, voilà, si on avait une obtention de financement, on avait estimé qu'on pouvait prendre le risque de continuer et de pas relâcher les efforts commerciaux pour quand même générer de la croissance. Donc voilà, c'était un peu ce genre de cas d'usage pour nous. Donc c'était important d'avoir cette vision-là pour pouvoir être réactif du coup et savoir, OK, financement obtenu, bon, on maintient ce niveau d'activité, ce niveau de développement commercial. Si on ne l'obtient pas, il va falloir que ça soit impacté comme ça en termes de nombre d'heures déployées et de budget alloué sur cette partie-là. Ok, ça marche, hyper intéressant. Bah, en espérant que ça puisse servir d'exemple du coup pour potentiellement d'autres personnes qui sont dans la même situation. Rapidement, avant de
passer aux questions, je voulais juste vous parler de Cash is King pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une communauté de dirigeants de TPE, PME qu'on a mis en place avec Agicap au premier confinement. L'idée en fait derrière Cash is King, c'est tout simplement de créer un lieu d'entraide sur Slack qui est gratuit, accessible à tous les dirigeants et gestionnaires, donc DAF, RAF, DRH, pour finalement échanger sur les bonnes pratiques comme on vient de le faire là, parler aussi des nouvelles mesures, en quoi ça les a aidés, les bons plans, etc. Donc voilà, partez du principe que si vous rencontrez un problème, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a rencontré ailleurs et potentiellement déjà résolu et peut vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Cash is King, c'est gratuit et vous pouvez potentiellement vous appuyer et trouver des réponses aux problématiques auxquelles vous faites face. On va passer maintenant aux questions. Donc on a déjà quelques petites questions. Alors on a une première question de Maryse. Qui a une salariée absente depuis janvier, elle est prolongée de mois en mois. Est-ce que pour son nouvel arrêt, elle va devoir lui verser quelque chose, sachant que là, elle ne lui verse plus rien? Marie, je suis désolée, votre question elle est assez spécifique parce qu'il y a plusieurs métriques à prendre en compte. Quelle est votre convention collective, le détail de votre salarié, etc., etc. Mais globalement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, alors du coup, vu que le micro, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais globalement, au niveau des absences, tout ce qui va être normalement conventionnel, c'est-à-dire le maintien de salaire, le délai de carence, tout ça, c'est supprimé. Ce qui veut dire que dès son premier jour d'absence, votre salarié est censé toucher un minimum d'IJSS au minimum, possiblement le maintien total de son salaire en fonction de plusieurs critères. Mais globalement, voilà, donc tout ce qui normalement est appliqué a été supprimé pendant le Covid pour favoriser les salariés puisque c'est une mesure exceptionnelle. Ok, bon, Marie, j'espère que ça répond à votre question. Ensuite, question de Valère. Est-ce que c'est l'URSSAF qui les contacte ou est-ce que c'est une démarche volontaire de leur part? Alors, malheureusement, c'est pas l'URSSAF qui contacte tous les employeurs. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est justement de prendre l'initiative potentiellement de vous les contacter directement, soit directement via votre compte URSSAF ou si vous avez votre compte Net Entreprise, c'est encore mieux. Comme ça, c'est votre plateforme sur laquelle vous avez un petit peu accès à tout. Mais dans les médias, c'est plus à vous de contacter l'URSSAF. Et de toute manière, globalement, là, je pense qu'ils n'auront pas grand-chose à vous dire parce que justement, c'est pas limpide. Mais je vous conseille de suivre les actualités de l'ACOS. L'ACOS, alors attendez, que je ne me trompe pas dans l'orthographe, c'est ACO2S normalement. C'est eux qui gèrent l'URSSAF notamment. Donc si vous voyez des communications qui viennent de l'ACOS directement, c'est que c'est encore plus véridique que ce qui ressortira sur l'URSSAF. Ok, du coup, question qui est complète. Est-ce qu'il est prévu un report des cotisations du 15 décembre? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, pour l'instant, encore une fois, il n'y a rien qui est limpide au niveau du report des cotisations. On attend réellement qu'il y ait un vrai décret qui soit appliqué. Là, il y a eu des communications justement de l'ACOS qui disent qu'il y a des choses qui vont être mises en place, mais on n'a pas de décret qui suit. Donc, légalement parlant, il n'y a rien d'appliqué. Donc, c'est à vous de voir ensuite en vous rapprochant au niveau de l'URSSAF, potentiellement même négocier, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la possibilité de mettre en place des plans d'appurement. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez voir directement avec l'URSSAF pour le mettre en place. Mais globalement, si la situation économique perdure, il y aura forcément des mesures qui vont être mises en place. Mais là, c'est moi qui vous parle et c'est pas... c'est fort de mon expérience entre guillemets. Donc, il faut attendre dans tous les cas qu'il y ait des décrets qui sortent pour être sûr de ce que je suis en train de vous dire. Désolée que ce soit pas plus clair, mais j'ai pas plus de choses à ajouter à ça. Ok, non, mais très clair en tout cas. Après voilà, on fait avec les infos aussi, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a des infos de partout, ça change tout le temps. Donc il vaut mieux pas se prononcer et s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas 100% vérifié. Petite question de Brian. Depuis le mois de novembre, lors de la création de la demande d'indemnisation de l'activité partielle, le site internet vous demande s'il s'agit d'un secteur protégé ou une entreprise de droit commun. Quelle est la différence entre ces deux secteurs? Alors, les secteurs protégés, ça va être les secteurs dont je parlais tout à l'heure qui vont être particulièrement impactés
par l'activité partielle. Donc, ça va être le monde de la nuit, de l'événementiel. Ça va être les HCR, hôtels, cafés, restaurants. C'est en fonction des différents secteurs, vous savez, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé de S1, S1 bis, S2. S1 et S1 bis, globalement, c'est les secteurs, on va dire, les plus communs comme Agicap et Payfit, par exemple. Donc, ça va être Syntec, qui potentiellement est moins impacté par le Covid et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça va être ça. Maintenant, si vous voulez vérifier de quel secteur vous faites partie, je peux peut-être vous reciter par écrit, si vous voulez, Brian, ce que j'ai indiqué tout à l'heure au niveau du détail des secteurs. Je vais vous le mettre dans la réponse, comme ça au moins ce sera noir sur blanc et vous serez sûr d'être ou de ne pas être dans le bon secteur. Je vous le mets juste après qu'on ait fini de répondre aux questions, si ça vous dérange pas. Bien sûr, parce que j'ai une autre question, enfin là, visiblement. Question de Patricia. Bonjour Diane. Le délai entre la validation des décrets et la mise à jour du logiciel Payfit. Alors, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais on est hyper réactif. En fait, pour être totalement transparente avec vous, on a une équipe qui va être composée d'une partie produit, d'une partie développeur et d'une partie légale, qui est en veille permanente. Typiquement, si je peux vous donner une idée, lors du premier confinement, on a des équipes qui ont travaillé la nuit, les équipes produits notamment, pour sortir le module en temps et en heure. Et par rapport au premier décret d'activité partielle qui avait été mis en place, je crois que le module avait été mis en place entre 5 et 6 heures entre la sortie du décret et l'application directement sur Payfit. Donc, on essaye d'être le plus réactif possible. On a, comme je vous le disais, donc une équipe légale qui, elle, est en veille permanente, donc qui sont répartis en fonction des domaines. Donc, on a qui sont spécialisés sur tout ce qui va être les cotisations, d'autres qui sont spécialisés sur tout ce qui va être les absences, etc. Et donc, ils épluchent un peu tout. Typiquement, le fameux décret dont je vous parlais du 14 novembre tout à l'heure, c'est eux qui l'ont identifié. Et ils ont identifié qu'il y avait une contradiction avec un autre décret qui était sorti plus tôt. Et du coup, il y avait différentes lectures possibles. C'est le warning sur lequel j'ai mis tout à l'heure. Bon, voilà. Et je crois qu'il y a une autre question qu'on n'a pas vue en dessous de Hilda. Il faut faire une demande auprès de l'URSSAF et attendre 48 heures si pas de réponse. Bah, voilà, bon, c'était plus une je pense, pour rebondir sur Valère, à mon avis, que Hilda disait ça. Tout à fait. Ok, je vois qu'on a pas mal avancé sur les questions. Est-ce qu'il reste potentiellement des questions sur les différentes mesures qui ont été mises en place? C'est le moment, on a une experte à disposition, il faut en profiter. Hop, et du coup, de ton côté, Olivier, toi, concrètement, là, on parlait de scénario tout à l'heure. Ton avis, toi, sur le scénario le plus réaliste de votre côté? Maintenant, on a un peu une idée, on a une idée assez claire du scénario le plus réaliste parce qu'on a eu quand même, on arrive en fin d'année et on a quand même une vision assez précise de ce qui va se passer au niveau de nos clients en termes de maintien des contrats sur l'année qui suit. Donc on est on a un peu modifié du coup parce que on va quand même réussir à maintenir 80% de nos contrats aujourd'hui. On n'a toujours pas obtenu de financement qu'on avait demandé avec toutes ces mesures-là. Donc du coup, on est quand même dans un scénario, je dirais, moyen, dans le sens où le maintien de notre chiffre d'affaires est élevé. On a réussi à décaler tout ce qui est prêt, leasing, loyer, etc., un maximum du moins. Maintenant, on a repris le cours normal. On a obtenu l'activité partielle. On n'a pas eu l'obtention de financement demandé. Enfin, on n'a pas encore eu les réponses parce que c'est hyper long. On a fait la demande il n'y a pas très longtemps. Donc, on est dans un scénario moyen, ce qui veut dire que on va quand même réduire le volume d'heures d'activité commerciale. Donc, on a passé certains de nos commerciaux en activité partielle, pas totalement, mais sur un certain nombre d'heures. Donc, pour un peu limiter ces dépenses-là. On a réduit aussi le coût de certains outils commerciaux. Et donc, du coup, pareil, en termes de marketing, B2B, etc., on a revu un peu les budgets à la baisse sur l'année prochaine pour pouvoir compenser un peu ce financement qui arrive toujours pas. Voilà. Et puis s'il arrive, on pourra remonter les budgets et repasser les équipes quasiment à plein temps. Voilà un peu comment on le voit et quel est l'élément nous un peu déclencheur à ce niveau-là.
Parce que là, du coup, la hauteur d'activité partielle chez vous, c'est de combien à peu près? On est à peu près aujourd'hui, on est une dizaine. On a quasiment tout le monde qui est à 50% en activité partielle. Ouais. Ok. Donc, que ce soit l'équipe technique, l'équipe commerciale, marketing, service client, on est à peu près tout le monde qui est à 50%. Un peu plus pour le service client et le marketing, qui eux sont à 80% à peu près. Mais le reste, on est à 50%, on est à mi-temps, quoi. Ouais, voilà. Ok. C'est ça, la réduction de volume d'horaire qu'on a prévu. Ouais. Ok, ça marche. Je vois deux dernières petites questions de Hilda et Valère. Première, pour le chômage partiel 2021, quand faut-il faire la demande auprès de la directe et pour combien de mois? Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Pour 2021, il faut là pour 2021, est-ce que ça a déjà commencé? Oui, en gros globalement, nous typiquement à Payfit par exemple, on demande tous les mois à nos clients s'ils veulent être sous activité partielle longue durée. Donc là pour la première partie d'activité partielle longue durée, c'est tous les mois vous pouvez manifester et surtout il faut d'abord que vous vérifiez si vous êtes éligible auprès de la directe. Donc cette demande-là en fait vous pouvez la faire quand vous voulez. C'est-à-dire, dès maintenant, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible auprès de la directe et ensuite appliquer l'activité partielle auprès de vos employeurs. Auprès de vos employés, pardon. Pour combien de mois? Là, en fait, encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre. Pour l'instant, il y a une limite de 3 à 6 mois renouvelable, enfin de 12 à 3 mois renouvelable dans la limite des 6 mois maximum. Mais c'est pas encore vraiment confirmé, c'est pas encore validé. C'est encore des informations que je donne avec des pincettes parce que c'est voué à être modifié. Donc c'est pour ça qu'on reste en veille permanente pour vérifier parce que pour l'instant il n'y a rien d'acté définitivement pour 2021. Tout reste encore à faire. Je pense que le gouvernement, de la même manière que ce qui s'était passé avant, attend de voir un peu comment ça va évoluer et du coup vont appliquer en fonction de cette évolution. Ok. Ok. Et petite question au sujet des secteurs. Est-ce qu'il s'agit de tous les domaines d'activité? Comme je le disais tout à l'heure, oui, en fait, c'est à partir du moment où vous êtes rattaché au Code du travail, vous êtes considéré comme un secteur qui peut bénéficier de l'activité partielle. Alors, est-ce qu'on parle d'activité partielle ou de report? Parce que du coup, là, c'est deux sujets différents. En gros, vous avez l'activité partielle, donc ça va être les absences d'activité partielle. Ça concerne toutes les entreprises de droit commun, enfin toutes les entreprises tout court de droit. Et ensuite, vous allez avoir le report des cotisations qui, elle, concerne l'impact économique que le Covid a. Donc, c'est dissocié de l'activité partielle. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas été sous activité partielle, vous avez la possibilité, OK, donc du coup, vous avez la possibilité de bénéficier de l'exonération des charges patronales notamment. Et du coup, est-ce qu'il s'agit de tous les secteurs d'activité? À partir du moment où vous en faites la demande et vous êtes éligible, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez la nécessité d'un besoin réel de bénéficier de cette aide-là, vous pouvez totalement faire la demande auprès de l'URSSAF, soit la demande même en direct, je vous le conseille d'ailleurs, auprès de vos organismes de prévoyance, de mutuelles. Vous pouvez vous rapprocher également de l'Agir Carco pour tout ce qui est donc retraite, mais rapprochez-vous de ces organismes. Dans tous les cas, vous pouvez faire la demande. Après, tout dépend, la balle est dans leur camp, entre guillemets, de savoir si vous pouvez en bénéficier ou pas, mais vous pouvez faire la demande. Ok, hyper clair. Merci Diane pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Je vois l'heure qui passe, on est à 1 heure, on visait 45 minutes, bon, on est un petit peu au-delà du timing. Je pense que voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va pouvoir clôturer le webinaire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Diane pour toutes tes réponses aux questions, tes précisions et ton expertise. Avec plaisir. Et merci beaucoup Olivier pour ton retour d'expérience vraiment intéressant et en espérant que ça puisse servir d'exemple à beaucoup d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à tous aussi de votre participation et d'avoir Ouais. rendu ce webinaire encore plus vivant. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi par mail ou revenir auprès de Payfit et si jamais Olivier également pour quelconque question ou précision. On est disponible. Exactement. Merci à tous et Merci à tous. bon courage pour la suite. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.